Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette grande session d'actualité sur la radio-télévision du groupe L'Avenir dont voici le sommaire. Les animaux sont à l'honneur chaque 4 octobre dans le monde. À cette occasion, les humains sont sensibilisés en vue de sauvegarder ces êtres vivants. Et pendant ces temps, les moutons sont immolés en quantité industrielle partout dans le monde. C'est 4 octobre, c'est la Tabaski, une fête musulmane. Et en sport, coup d'envoi ce samedi du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. La Luna Foot a mobilisé des milliers de supporters au stade Tata Raphaël et nous allons évaluer la première journée de ce championnat avec Olivier Pengongo qui va me rejoindre dans quelques instants. Encore une fois, bonsoir à tous et à tout. Le monde musulman a célébré ce samedi la fête de moutons, c'est-à-dire fête d'immolation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'imam Kapuluta de la mosquée centrale a invité les fidèles musulmans de la République démocratique du Congo à implorer Allah pour que l'épidémie d'Ebola soit effectivement maîtrisée et éradiquée de la République démocratique du Congo. Un reportage d'Abdul Soko, Bodrimata et Suzy Kibira Omari. C'est l'imam principal de la mosquée centrale de Kinshasa, Cheikh Kapuluta, qui a procédé à l'immolation d'une vache. Ceci concrétise les rites islamiques, rite auquel Abraham voulait immoler son fils unique, mais Allah l'avait remplacé par un mouton. À ce jour de la célébration de la fête des moutons, les croyants musulmans sont invités à implorer Allah pour que l'épidémie d'Ebola soit effectivement maîtrisée et éradiquée de la République démocratique du Congo. L'imam Kapuluta a aussi rappelé aux fidèles musulmans de Kinshasa que la religion islamique prône ses fondements sur la paix. Sa religion est différente de ceux qui la qualifient du terrorisme. Après la prière, les fidèles musulmans ont rappelé le sens de cette journée. Il faut retenir que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de sacrifice. Et Ibrahim, alayhi salam, qui est un des prophètes de l'islam, un des prophètes, qui a fait la promesse à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant, il pouvait même immoler son enfant. Et c'est ce qui marque la journée d'aujourd'hui. Et ceux qui partent à la Mecque, et ils font ces sacrifices-là. C'est une journée de sacrifices. Il faut signaler que la fête des moutons est célébrée chaque 10e jour du 12e mois Zul-Hijja du calendrier lunaire. Et le monde a célébré ce 4 octobre la journée mondiale des animaux. Outre les fêtes de sensibiliser des humains, cette journée a pour but d'informer et de pouvoir défendre les animaux dans le monde, de ne pas donc disparaître. Quelles sont les raisons qui ont conduit à l'institution de cette journée? Tentative de réponse dans ce papier que vous propose Suzy Kibira Omari. L'initiative de la Journée mondiale des animaux a été introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux à Vienne en 1929, puis lors du Congrès de Florence en 1931, où la Journée mondiale des animaux fut instaurée. Pour marquer cette célébration, les défenseurs des animaux ont choisi le 4 octobre, jour de la Saint-François d'Assise, pour cette commémoration. Le fondateur de l'ordre des franciscains et patron des animaux considérait en effet les animaux comme des créations vivantes des dieux, les élevant au rang de frères de l'homme. Pour lui, même un ver de terre répondait à la volonté divine et était digne de protection. De ce fait, il est considéré comme le premier défenseur des animaux. Cette journée est une occasion pour attirer l'attention des gouvernements, mais aussi des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. Qu'il s'agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d'élevage, les animaux méritent d'être mieux traités. Protéger les animaux sauvages, c'est par exemple respecter leur lieu de vie naturel. Respecter les animaux domestiques, c'est leur assurer un cadre de vie affectueux et s'engager à ne pas les abandonner. Dans cet ordre d'idées, les gouvernements du monde, dont celui de la République démocratique du Congo, se sont engagés à combattre le braconnage dans les parcs nationaux pour préserver les espèces. Au Congo, la plupart des gens n'ont pas encore intériorisé cette culture pour la protection des animaux, car certaines personnes n'ont plus ce souci d'élevage et s'adonnent à la consommation. C'est le cas des chats et chiens, animaux de compagnie consommés dans certaines provinces. Par son miaulement, le chat, précisément la chatte, est souvent considéré comme un animal envoûté suite à ce cri qu'il pousse pendant ces moments de chaleur. Ce 4 août doit améliorer les conditions de vie et d'abattage des animaux d'élevage, défi majeur à relever.
Puisque nous parlons des animaux, vous le savez, certaines maladies des animaux arrivent quand même à toucher les humains. C'est ça que nous allons tenter de voir. Le virus du sida s'est réapparu dans les années 1920 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon une étude menée par une équipe internationale des recherches des universités d'Oxford et de Louvain, selon les résultats de ces travaux, l'ancêtre commun du VIH-Sida est très probablement apparu à Kinshasa et qu'une combinaison de facteurs favorisant l'émergence et la progression du sida a été donc constatée. C'est sans papier signé Fanny Anifa Kasemwana. La pandémie du sida aurait débuté à Kinshasa, alors Léopoldville, au Congo belge, dans les années 1920, avant de se propager dans le monde en pleine mutation. Telles sont les conclusions des chercheurs des universités d'Oxford et de Louvain. Ils ont ainsi déterminé le cheminement de cette infection, responsable de près de 36 millions de morts. Cette équipe internationale de recherche a pu reconstituer l'histoire génétique du rétrovirus VIH, responsable du sida, tout en se concentrant sur la souche du groupe M, la plus fréquente. Les résultats de ces travaux suggèrent que l'ancêtre commun du virus de l'immunodéficience humaine est très probablement apparu à Kinshasa vers les années 1920. Ce rétrovirus a été transmis des singes à l'homme au moins à 13 reprises. Cependant, une seule de ces transmissions est responsable de la pandémie humaine. Les analyses du groupe de chercheurs laissent penser qu'entre 1920 et 1950, une combinaison de facteurs dont l'urbanisation rapide, la construction des chemins de fer au Congo belge, ainsi que des changements dans le commerce de sexe a favorisé l'émergence et la propagation du sida à partir de Kinshasa. Le développement des chemins de fer, en particulier au Congo, a joué un rôle clé dans la propagation de la pandémie à ses débuts, en faisant de Kinshasa une ville les mieux desservies de l'Afrique centrale. Outre le développement des transports, certains changements dans les attitudes sociales, notamment parmi les professionnels du sexe, ainsi qu'un plus grand accès aux seringues que se propageaient les toxicomanes dont certains étaient infectés, ont fait flamber l'épidémie. À ce jour, le sida a infecté près de 75 millions de personnes et en a tué 36 millions pour la plus grande partie en Afrique subsaharienne. Dans l'actualité toujours, mais dans un autre chapitre, un train en provenance de la ville de Lubumbashi a connu un déraillement à Lobombe, un village situé à 35 km de la cité de Kasumbalesa dans la province du Katanga. Le bilan fait état des blessés graves, mais aucune perte en vie humaine. Jean-Pierre Mukenga est notre correspondant dans cette partie du Katanga. Le déraillement est survenu autour des 15 heures à Lobembe, village situé à environ 35 km de la cité de Kasumbalesa, territoire de Sakagnan. Selon les témoins de l'accident, il s'agit de la locomotive Sheltam, portant le numéro 2016 en provenance de Lubumbashi vers la Zambie. La même source ajoute que ce Sheltam appartient à la société Boss Mining. Il avait 12 wagons et à bord les cobaltes et concentrés. Ces sources relèvent l'invisibilité des rails à ce niveau cause de ces déraillements. De leur côté, les sources proches de la SNCC Tinsenda accusent le service des travaux publics d'être à la base de ces déraillements de locomotives. D'après ces sources, plus de 200 mètres de rails ont été foncés sous sol par les engins lors de la réhabilitation de l'axe Kasumbale-Samukambo. Facile d'enregistrer les cas de déraillement. Les observateurs perspicaces de Lubembe, quant à eux, expliquent que, après cet accident ferroviaire, près de 12 militaires ont été déployés sur ce lieu pour la sécurisation des marchandises. La locomotive a bloqué pour ces faits la route Kasumbale-Samukambo. Depuis hier, la circulation est perturbée. Les conducteurs de véhicules sur cet axe ne savent plus effectuer leur course. Jean au téléphone, l'administrateur du territoire de Sakagnan s'est refusé de tout commentaire. Interrogé, les habitants de Lubembe parlent de 4 personnes grièvement blessées et un homme fracturé les 2 jambes au cours de déraillements. Toujours selon les habitants, les blessés sont acheminés à l'hôpital général de référence de Sakagnan pour les soins intensifs. La société civile du territoire de Sakagnan exige aux autorités compétentes du Katanga l'intervention urgente pour éviter les débordements de véhicules sur l'axe Kasumbale-Samukambo. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTG.
Merci Jean-Claude Mukenga Kalombo pour cette information. Et puis cette alerte, la ville de Kinshasa risque de connaître une fois de plus une rareté des farines, de fromage, du ciment et autres denrées alimentaires. La grève des transporteurs routiers décrétée depuis le 28 octobre se poursuit. André Chikoji, président syndical du FORC, signale également le début des négociations avec le gouvernement de la République à cette fin. José Olitomake Kadendinga signe ce reportage. Les transporteurs routiers poursuivent leur grève entamée il y a une semaine. Ils réclament la mise sur pied d'un barème salarial pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Ces transporteurs routiers demandent au gouvernement congolais de revoir à la baisse les frais de péage et d'autres taxes sur les nationales numéro 1, 2 et 3. Parce que maintenant, la base est très sceptique. Elle ne croit plus en toutes ces promesses. Même les écrits, on ne les respecte pas ici. Vous voyez, ça nous met en difficulté. Et je crois que l'expérience ici doit... Nous avons compris que tout ce que nous disons, tout ce que nous prenons comme engagement, on les prend juste pour la forme. Question qu'on puisse libérer mon entreprise, que je puisse travailler, puis après... Et vous entrez, quand le tour devient normal, vous devenez lion dans la concession, aucun travail ne peut plus parler. Le président syndical des forces routières au Congo, André Chikoji, signale par ailleurs le début des négociations entre le gouvernement central et tous les signataires de l'accord du 19 février 2013. Donc il faut que nous puissions avoir un signal clair qui nous permet de convaincre cette base. Il faut pour cette fois-ci obtenir des garanties suffisantes pour pouvoir envisager cette possibilité-là et finir totalement les négociations. On doit essayer un peu de revoir tout ça. Ce sont les négociations qui s'imposent maintenant avec tous les signataires du protocole d'accord du 19 janvier. Comme ça, nous allons voir là où chacun de nous a failli. Signalons également que cette grève des transporteurs routiers constitue un manque à gagner tant pour le gouvernement que pour les employeurs et employés. Dossier à suivre. Par ailleurs, des tôles, des sacs de ciment, des équipements médicaux, des manuels scolaires et autres, tel est le don du gouvernement provincial du Bas-Congo à la population de Kimvula. C'est le ministre provincial de l'Environnement, Florian Masaki, qui a procédé à la remise de ces matériels. Le reportage de Richard Chako-Kaningele et Pierre-Ethio Mouteba. Le territoire de Kimvula dans le Bas-Congo a accueilli l'un de ses fils et membre du gouvernement provincial en la personne de Florian Masaki, ministre de l'Environnement et cadre du PPRD. Escorté par la population, Florian Masaki était porteur du message du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, à savoir promouvoir la cohésion nationale. Devant le bureau du territoire, le ministre de l'Environnement a expliqué à la population les projets sociaux à réaliser à Kimvula, notamment la construction des écoles, des hôpitaux bien équipés. Nous devons travailler pour le développement de Kimvula. Nous avons reçu les matériels pour les projets sociaux. Il s'agit des équipements pour les hôpitaux, les matériels didactiques, les manuels scolaires et les matériels aratoires. Je vous ai aussi apporté les plantiles pour protéger l'environnement. Il faut du matériel approprié. Ce qui a suscité la joie dans le chef de la population. On a félicité le président de la République. Nous remercions beaucoup le gouvernement provincial pour les gestes posés. Merci infiniment aussi au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Accompagné du conseiller principal du gouverneur en charge du développement, Florian Masaki a visité les sites où seront construites ces infrastructures. À l'hôpital général de Kimvula, le ministre a apporté des biens et a volé au secours des femmes ayant des difficultés financières. En sa qualité du ministre de l'Environnement, il a invité les ONG à la culture de reboisement et de la protection de l'environnement.
Vous l'avez compris, j'ai reçu sur ce plateau un invité. Il s'agit d'Amédée Luyuba. Il est le président du conseil urbain de l'association des vétérinaires. Donc avec lui, nous allons parler, vous l'avez suivi certainement, ce 4 octobre, le monde célèbre l'animal. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs les journalistes. Et consacrer toute une journée à célébrer les animaux dans l'imaginaire congolais, ça n'a pas quand même de sens. Est-ce que vous pensez que c'est important de célébrer l'animal ou les animaux? Oui, merci pour la question. Effectivement, moi c'est Dr Amédée Luyuba. Je suis le président du conseil urbain de l'association des médecins vétérinaires. Permettez-moi, messieurs les journalistes, d'abord de féliciter le travail que vous abattez dans cette chaîne RTGA, d'informer et d'informer la population. Merci. Pour répondre précisément à votre question, je voudrais vous dire que je salue d'abord l'initiative de la communauté internationale d'instituer cette journée. Évidemment, l'animal, c'est le partenaire par excellence de l'homme, comme je vais vous le démontrer à travers vos différentes questions, je l'espère. Nous voudrons d'abord savoir l'importance des animaux dans la vie de notre planète et même aussi dans la vie de l'être humain en particulier. Oui, je voudrais peut-être commencer par le deuxième volet. Je venais de dire que l'animal, c'est le partenaire par excellence de l'homme, dans la mesure où l'homme s'en sert des nourritures. Il y a la viande, les œufs, le lait, pour ne parler que de cela. L'animal se sert également de vêtements. Vous savez, il y a la laine, il y a la peau qui est utilisée. Vous venez d'ajouter, l'animal se sert des chaussures, l'animal se sert d'outils de travail. Il y a ce qu'on appelle la traction animale, pour votre information peut-être. Donc il y a le bœuf qui sont utilisés pour la traction animale, pour les labours et les différents travaux champêtres. Il y a aussi comme avantage de l'animal par rapport à l'homme, sur le plan scientifique. L'animal constitue aussi un outil de travail, un outil de recherche. Dans les laboratoires, ce sont les animaux qu'on appelle les animaux de laboratoire, les cobayes et les lapins, spécialement ceux-là, et les souris, qui sont utilisés pour expérimenter les différents vaccins. Voilà. Mais est-ce que dans la société congolaise, vous pensez effectivement que les animaux ont leur place? Oui, effectivement, il y a un problème sérieux qui se pose, et merci de la question, parce qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas l'importance des animaux, même quand bien même ils arrivent à les élever. Mais l'animal a sa place par rapport à la vie dans la société, mais ici chez nous, il y a des gens qui comprennent et il y a ceux qui ne comprennent pas. Donc, pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a des gens qui élèvent les animaux domestiques, par exemple, les chiens et les chats, pour ne parler que de cela. Quand vous avez de tels animaux, il faut savoir qu'il y a un budget. Il faut savoir le nourrir, le loger et le faire soigner. Ça ne sert à rien d'avoir un animal et ne pas le nourrir. Si on ne sait pas le nourrir. Ne pas le faire soigner. Et c'est ça les problèmes qui se posent. Il y a effectivement des gens qui le font, il y a ceux qui ne le font pas. C'est pourquoi je voulais répondre à votre question. Oui, puisque vous en parlez, docteur, oui. Est-ce qu'il arrive que ceux qui veulent élever les animaux de compagnie arrivent quand même à vous solliciter, à recourir à vous pour avoir des conseils? Parce qu'aujourd'hui, on déplore les cas Ebola. On sait que ça provient des animaux, mais au Congo, il y a quand même des familles qui vivent avec les animaux. Mais est-ce que les gens recourent quand même à vous? Est-ce qu'on connaît quand même l'importance du vétérinaire? Merci pour la question. Nous venons pour répondre, vous allez trouver la réponse à cette question. Nous venons de célébrer la journée mondiale de lutte contre la rage, qui est célébrée le 28 septembre de chaque année. Oui. Et nous avons vacciné à Kingasani plus ou moins 100 chiens, chats et singes, toutes espèces confondues. Nous l'avons fait gratuitement. C'est quand même faible comme... Oui, je vais vous dire que nous l'avons fait gratuitement dans le cadre de notre corporation. C'est pour répondre à votre question. Ça vous a coûté quelque chose? Ça nous a coûté pas moins de $1000. Vous avez reçu un appui budgétaire? Non, nous l'avons fait uniquement avec nos moyens, nos faibles moyens de la corporation vétérinaire à Kinshasa. Oui, nous avons notre petit budget qui nous aide à fonctionner. Et nous nous sommes dit, rien que les cotisations des membres.
rien que les cotisations des médecins vétérinaires qui travaillent à Kinshasa, qui ont accepté de pouvoir s'associer en donnant leurs cotisations, à partir desquelles nous arrivons à subvenir aux différents besoins qui se posent au niveau de notre structure. Est-ce que les gouvernants sont au courant de ces difficultés-là? Oui, les gouvernements sont au courant parce que de temps en temps, nous recourons à eux. Nous leur adressons beaucoup de dossiers. Et pour les cas d'espèce, nous avons demandé des secours à tous les niveaux. Mais je préfère vous dire que la réponse était négative. Donc il faudra toujours attendre. Nous allons peut-être terminer. Entre soigner un animal et soigner l'homme, qu'est-ce qui est plus difficile? Je voudrais vous dire que c'est difficile de soigner l'animal que de soigner l'homme. Parce que l'animal, l'homme, vous savez vous-même, l'homme peut répondre à vos questions dans les cas de diagnostic. Tandis que l'animal ne peut pas répondre. Il revient maintenant au spécialiste, à l'expert, lui-même de comprendre. Voilà pourquoi c'est difficile de soigner l'animal par rapport à l'homme. Nous nous séparons par cette question. Est-ce que vous êtes à l'aise d'être médecin vétérinaire? Est-ce que vous pouvez le conseiller à votre enfant en RDC? Oui, je peux vous dire oui et non en même temps. Oui, dans la mesure où, effectivement, c'est une profession qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir, parce que, vous savez, c'est une profession qui a de l'avenir dans la mesure où on n'étudie pas seulement pour chercher de l'emploi, mais on peut créer de l'emploi. Voilà pourquoi je dis oui. Mais non lorsqu'on est au service de l'État. Parce que l'État ne sait pas effectivement s'occuper convenablement de médecins vétérinaires. Mais je suis content parce que c'est une profession qui est de l'avenir, parce que c'est parmi le métier libéral. Docteur Amédée Luyuba, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie également, messieurs les journalistes. Merci. Okay. Nous poursuivons ce téléjournal avec l'inspection générale de la territoriale, voulais-je dire, qui a désormais son propre logiciel qui va contenir toutes ces données. Cet outil a été remis au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyej-Manguenzmans, par la Banque mondiale. Vicky Moukeba et Magui signent ce reportage. Un logiciel va désormais faciliter le travail aux agents de l'inspection générale de la territoriale, service clé du ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la décentralisation. La mise sur pied de cet outil qui constitue une base de données notamment pour le personnel de l'inspection générale de la territoriale et pour l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées a été financée par l'agence de coopération britannique. Ceci dans le cadre du suivi des réalisations du processus de la décentralisation. Au cours de cette cérémonie de remise de ce logiciel, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguenzmans, a plaidé pour son amélioration dans sa dimension de sécurité. L'expert de la Grande-Bretagne, Yav Kangaj, donne ici les aspects techniques de cet outil. Les ministres de l'Intérieur, l'inspecteur général, sauront en minutes, par seconde, disons, toutes les informations qui se passeront dans toutes les provinces, dans toutes les entités territoriales décentralisées, déconcentrées. Nous serons en contact 24 heures sur 24 heures sur tout ce qui se passe dans tout le domaine. Dans le domaine sécuritaire, dans le domaine administratif, domaine de santé, sur tous les champs dont sont appelés les inspecteurs de la territoriale à évoluer. Donc, dans l'encadrement des autorités territoriales en place, de la province à la base, les inspecteurs auront le devoir de nous communiquer tout ce qui se passera pour l'amélioration du développement de notre pays. L'inspecteur général de la territoriale a remercié la Banque mondiale et le DFID pour cet appui logistique avant de promettre d'en faire bon usage. Politique à présent, les jeunes Congolais sont invités à s'impliquer dans le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être non seulement électeurs, mais également candidats aux prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. C'est ce que l'on peut retenir de la matinée électorale organisée ce samedi par l'association sans but lucratif Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Le reportage est signé Richard Chako Kaningele, Suzy Kibira Omari et bienvenue Magambo. Koutoula, rapporteur
La nouvelle génération pour l'émergence du Congo, cette plateforme regroupant les associations des jeunes, a voulu à travers cette matinée électorale éveiller la conscience de la jeunesse face aux enjeux électoraux qui pointent déjà à l'horizon. L'objectif pour nous étant de mobiliser les jeunes à s'approprier le processus électoral en cours. Onésime Koukatoula, rapporteur adjoint de la CENI, orateur du jour, était porteur d'un message aux jeunes au regard de la force qu'ils représentent. Ce sont des faiseurs de roi, ce sont des décideurs, et donc on les a sensibilisés pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont bien représentés. En face du rapporteur adjoint de la CENI, les jeunes ont mesuré la responsabilité qui leur incombe. Actuellement que nous avons l'information et que nous sommes formés, nous savons que nous constituons la base. Et qu'en 2011, nous avons constitué 60% des électeurs. C'est maintenant un devoir pour nous de nous battre pour gagner les échéances électorales. Le processus électoral est une question de responsabilité. Des responsabilités de jeunes vis-à-vis de l'histoire. Réveillez-vous, vous êtes en âge de participer au processus. Vous pouvez changer, vous êtes le vecteur de ce changement. Venez avec nous. Peu avant, le secrétaire exécutif adjoint de la CENI a présenté à l'assistance l'état des lieux du processus électoral. En sport, l'actualité est dominée par le coup d'envoi du championnat d'élite de la République démocratique du Congo qui a été donné ce samedi à Kinshasa au Shark Club qui a ouvert le bal. Le Shark Club a donc battu Elima de Matadi par forfait. Et en deuxième confrontation, le DSMP a battu Rojulu sur le score des 3-1. Suivons en images les réactions de l'entraîneur de Rojulu et les joueurs donc. Alors que sur le terrain, Lomanisa dans la surface des réparations va réduire le score. Là où je peux dire que ça n'a pas marché parce qu'administrativement parlant, nous n'avons pas les joueurs voulus quoi. Si on avait les joueurs voulus, ce serait autre chose. Je ne suis pas membre du comité, mais je vais taper fort afin que le comité fasse un effort pour que nous ayons ce jour-là. Nous avons perdu un match et c'est le risque du métier, on peut gagner, on peut perdre. Nous jouons toujours pour le play-off. Bon, tout cas, c'est un tout le monde va supporter à Tabakei, mais tu as vu qu'il y a Moussou Bazali. Nous, tout le monde déjà, ça, il y a une espèce de motivation à Robert la première journée de la Bissobo. Ambition, c'est ça, mais maintenant, il y a une Coupe d'Afrique premièrement. Peut-être ça, parmi les deux premiers, il y a l'Ina Foot. Autour du ballon. La première partie de ce journal est terminée. Nous allons vous rappeler les principales articulations. Les animaux sont à l'honneur chaque 4 octobre dans le monde. À cette occasion, les humains sont sensibilisés en vue de sauvegarder ces êtres vivants. Pendant ce temps, les moutons sont immolés en quantité industrielle partout dans le monde. Ce 4 octobre, c'est la Tabaski, une fête musulmane. Et puis, coup d'envoi ce samedi du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. L'Alina Foot a mobilisé des milliers de supporters au stade Tata Raphaël. Et nous allons tout de suite pouvoir évaluer la première journée avec Olivier Pengongo. Mesdames, Messieurs, c'est les principaux titres de ce téléjournal. Maintenant, nous allons vous laisser et suivre la météo.